On pense souvent que le harcèlement, c'est l'histoire d'une seule personne contre une autre. Mais pour que ça fonctionne, pour que ça dure, il faut en fait tout un système caché, tout un réseau de complicité. Et pour vraiment lutter contre, il faut d'abord comprendre comment ce mécanisme fonctionne. Voilà, tout part de là. Cette phrase, elle résume une vérité essentielle. Le harcèlement, ce n'est pas un combat en solo, c'est un phénomène de groupe. Il a besoin d'un public, d'un environnement pour pouvoir exister et s'installer. Alors justement, plongeons dans ce fameux système. Il est construit sur différentes formes de complicité. Certaines sont très claires, très visibles, et d'autres, au contraire, sont beaucoup plus discrètes, silencieuses. C'est ce réseau de soutien qu'on va essayer de mettre en lumière aujourd'hui. Pour bien comprendre, il faut s'intéresser aux motivations. Qu'est-ce qui pousse les gens à être complices? En général, on peut identifier deux grands moteurs psychologiques. D'un côté, la peur, et de l'autre, l'opportunisme. Deux logiques très différentes, mais qui, au final, mènent au même résultat. Donc voilà les deux grands profils. D'abord, il y a la complicité par peur. Ce sont ces personnes qui voient tout, qui savent ce qui se passe, mais qui sont paralysées par la crainte des conséquences. Perdre son job, être mis de côté, devenir la prochaine cible, l'instinct de survie prend le dessus, tout simplement. Et puis de l'autre côté, il y a la complicité par opportunisme. Là, c'est différent. Les complices ne sont plus passifs. Au contraire, ils participent, ils rient, ils encouragent, parce qu'ils y trouvent un intérêt. Se faire bien voir du harceleur, mieux s'intégrer au groupe, ou parfois juste parce qu'ils sont d'accord avec cette culture du pouvoir. Tout ça, ça nous amène à examiner les différents rôles que les témoins peuvent avoir. Il n'y a pas qu'une seule façon d'être témoin. En fait, c'est tout un spectre qui va du silence le plus complet à une participation très très active. Alors, explorons un peu ces différentes figures. On va commencer par les plus nombreux, en général, les témoins passifs. Ce sont ceux qui voient, mais qui ne réagissent pas. C'est le fameux effet de groupe. Plus il y a de monde, moins on se sent responsable d'agir personnellement. Cette inaction, c'est souvent un mélange complexe. Il y a la peur de devenir la prochaine victime, bien sûr, mais aussi un sentiment d'impuissance, surtout quand la hiérarchie ferme les yeux. Et ce silence, il est rarement confortable. Il s'accompagne presque toujours d'un fort sentiment de culpabilité. À l'opposé complet, on trouve les témoins actifs. Eux, ils font un choix très clair, ils interviennent. Mais attention, actif, ça ne veut pas forcément dire positif. Un témoin actif peut devenir un défenseur en prenant le parti de la victime. Ou alors, il peut devenir un collaborateur en renforçant activement le pouvoir du harceleur. Ah, c'est une question hyper importante. Parce que le rire, ça a l'air de rien, ça semble même social. Mais dans une situation de harcèlement, quel est son vrai rôle? Et ça nous amène à une catégorie bien à part, les témoins rigolards. On les appelle aussi les spectateurs approbateurs. Leur rire n'est jamais neutre. Il fonctionne comme une validation sociale. Il envoie un message très fort à tout le groupe. Ce qui se passe là, c'est acceptable et c'est même drôle. Parfois, sans même s'en rendre compte, ils normalisent la violence et donnent au harceleur un sentiment d'impunité totale. Et c'est exactement là que les choses basculent. On quitte le terrain de la psychologie de groupe pour entrer sur le terrain du droit. À quel moment un témoin, même un témoin rigolard, franchit la ligne et devient complice aux yeux de la loi? Le code pénal français est très clair là-dessus. La complicité, c'est le fait de faciliter l'acte par une aide ou une assistance. Ça veut dire que la responsabilité ne pèse pas uniquement sur l'auteur principal. Toutes les personnes qui ont aidé, même de loin, peuvent aussi être tenues pour responsables. Alors concrètement, ça se traduit comment, ce passage de témoin à complice? Eh bien, ça peut être de rire à des remarques humiliantes, d'encourager l'auteur avec un regard approbateur, de faire tourner des rumeurs, de relayer des commentaires blessants, ou plus globalement, de participer activement à la création de ce climat toxique. Chacun de ces actes peut être considéré comme une forme d'aide et d'assistance. Mais ce système de silence, ce n'est pas une fatalité, loin de là. Chaque témoin, qu'il soit passif ou rigolard, se trouve en fait à un carrefour. Et il existe une autre voie que la complicité, c'est celle de l'action. Et parfois, il suffit d'une seule personne pour que toute la chaîne se brise. Prenons l'exemple de Jean Sanson. Un jour, face à des situations d'injustice, il a fait un choix radical, celui de refuser de rester un témoin passif. En créant l'association SOS Corruption 13, il est devenu ce qu'on a appelé un défenseur actif. Il offre une voix et un vrai soutien à ceux qui n'en avaient plus. Et l'impact d'une action comme la sienne, il est énorme. Il ne s'agit pas seulement d'aider à résoudre des cas, il s'agit de rendre leur voix et leur dignité aux victimes, de restaurer la confiance, de montrer qu'une justice est possible. Son combat, il nous rappelle une chose fondamentale, chaque témoin a le pouvoir de choisir. Le courage d'une seule personne peut vraiment suffire à briser le silence. Finalement,
Toute cette analyse nous ramène à une question personnelle et essentielle. La prochaine fois qu'on sera témoin d'une injustice, même petite, quel rôle choisira-t-on? Celui du spectateur silencieux ou celui de l'acteur qui décide de briser la chaîne? La frontière entre voir et faire, au fond, c'est une décision.